Mais il y avait cette idée pour moi de « Ah, ça a l'air impossible, bon, on va le tenter ». Et quand on m'a dit « Mais t'es sûr d'y arriver ?» Absolument pas. C'est absolument pas la question. Pour moi, le fait de garantir, d'avoir la garantie de réussir quelque chose, c'est pas quelque chose de nécessaire. Au contraire, c'est même si j'ai la garantie d'y arriver, c'est peut-être une bonne raison pour ne pas le faire. Je m'assure de manger assez. En course, c'est vraiment un des gros problèmes en ultra, c'est c'est une double discipline. Il faut la moitié courir, la moitié manger. C'est vraiment aussi important que ça. En travaillant avec mes clients, ils se rendent compte en fait que oui, c'est le moment, je m'y engage, je passe à l'attaque. Et c'est vraiment la différence. Quand quelqu'un travaille avec moi, il passe à l'action, quoi qu'il arrive. Le résultat, on ne peut pas le garantir. Je ne peux pas le garantir. Ceux qui garantissent des résultats, des chiffres, des progressions, c'est du pipeau. Moi, ce que je peux garantir, c'est que mes clients passent à l'action. Il est ultra trailer et vient tout juste de terminer deuxième à une nouvelle course. C'est la course de l'ultra terrestre, le nouvel ovni signé l'Ultra Trail de l'océan Indien. Mais il est aussi coach de l'extrême et créateur du concept Coach Ferrance. Comment passe-t-on d'un job stable en finance à une vie dédiée à l'ultra-performance? Comment on se lance dans des courses de plus de 200 km sans même pouvoir dormir pendant plusieurs jours? Et comment sa rencontre avec Steve Hardison, surnommé The Ultimate Coach, a juste bouleversé sa vie? Il nous dit tout et reste surtout jusqu'à la fin pour les 3 instants signature. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater tes prochains épisodes. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Martin. Bonjour Agnès. Merci de me recevoir chez toi à Genève, dans ton appartement qui est vachement cool au niveau de décoration. On voit tes trophées derrière nous, non, c'est extra. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. J'y suis très bien depuis une dizaine d'années, donc je suis ravi de t'y accueillir. Merci. Je vais pas te demander de te présenter. J'ai préparé un portrait de toi et j'aime bien démarrer toujours par une citation. Et là, j'en ai trouvé une de Kilian Jornet. Allez. Ce qui est impossible pour les autres est un point de départ pour moi. Yes. Je trouvais que ça te connaît bien. Et toi, on dirait que tu l'as prise un peu trop au sérieux, puisque franchement, qui part courir 330 km avec 24 000 de dénivelé positif en dormant à peine 4 heures? Franchement, qui fait ça? Toi, tu t'inscris à des courses que même Google Maps ne peut pas calculer. Tu cours là où les autres abandonnent. Et même en 2019, tu as même pris une décision assez radicale. C'est de troquer les costumes de JP Morgan Private Bank pour te consacrer à ta passion, les courses de l'extrême. Tu transformes la souffrance en moteur, la montagne en terrain de jeu, et chaque pas en acte de conscience. Mais ce n'est pas juste du sport, c'est une quête, une discipline mentale, une forme de spiritualité, mais avec des ampoules XXL. Tu as créé ton concept de coaching qui s'appelle l'artisan de l'impossible. Tu as aussi écrit un livre et lancé la Coach Ferrance. Alors, chers auditeurs, cet épisode promet d'être aussi transpirant qu'inspirant. Martin, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci beaucoup Agnès. Merci à Kilian pour cette citation de départ et merci pour tout ce que tu as pu en faire et cette présentation qui effectivement me plaît pas mal et je pense me colle à la peau. Écoute, avant qu'on attaque bien sûr par ton enfance et de remonter les étapes clés, je meurs d'envie de savoir, donc tu es de retour d'une course extrême qui s'appelle l'Ultra Terrestre qui a eu lieu à l'île de la Réunion. T'as atterri il y a 2 jours à peine, tu as fini 2e de cette compétition. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Exactement, l'Ultra Terrestre. D'ailleurs, c'était le surnom de Kilian Jornet il y a une dizaine d'années, quand il a commencé vraiment à exploser sur la scène de l'Ultra Trail. C'était la première fois qu'un petit jeune battait un petit peu tous les anciens, puisque l'Ultra, normalement, était une discipline pour des gens avec de l'expérience. Et donc, il a été surnommé l'Ultra Terrestre. C'est le créateur de la course là à La Réunion qui a donné ce nom donc à ce nouveau format unique
À La Réunion, on connaît souvent la Diagonale des Fous, le Grand Raid, qui fait 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, avec le terrain surtout extrêmement exigeant de La Réunion, avec des racines, des cailloux partout. On ne peut pas, comme dans les Alpes, essayer de faire des pas et des foulées qui frôlent le sol. Là, on est obligé de lever le pied, de regarder où on va. C'est extrêmement compliqué. Et là, donc, ils ont rajouté encore une difficulté. Ce qui était intéressant surtout, c'est que c'est pas simplement de rajouter un peu de distance de dénivelé, mais ça nous a permis vraiment d'aller sur tous les plus beaux coins de l'île. On a commencé par le volcan, le Piton de la Fournaise, qui est un des volcans les plus actifs au monde. Donc on a monté, la Diagonale des Fous le faisait il y a longtemps, un peu moins maintenant. Ensuite, on est parti jusqu'au Piton des Neiges, qui est le volcan endormi, celui-ci, qui était à l'origine de la création de l'île il y a des milliers d'années, qui a plus de 3000 mètres. Et donc là, c'est le point le plus haut de l'océan Indien, donc c'est assez magnifique. Avant de redescendre, de passer dans les cirques de Sillaos, de Mafat. Voilà, l'île est vraiment, vraiment exceptionnelle. Cette course a été exceptionnelle. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a plus marqué qu'un autre? Et j'étais effectivement c'est la deuxième fois que je revenais sur La Réunion et j'ai couru sur cette course qui était sacrément dingue en termes de format. J'étais en deuxième place pendant un bon moment et ensuite en sortant du dernier cirque, j'ai pris une insolation. Alors qu'on avait eu des trompes d'eau le premier jour, on ne pouvait plus risquer quasiment l'hypothermie en hauteur. Le lendemain, c'était vraiment la chaleur qui m'a mis un gros coup sur la nuque et qui a été assez compliqué. J'ai dû un petit peu lever le pied et accepter donc de terminer deuxième et de ne plus pouvoir vraiment me battre pour la première place sur les 40 derniers kilomètres de la course. Wow. Donc ça a duré combien de temps en tout? Au total, j'ai couru 41 heures. Wow. J'avais à peu près prévu autour de 40. Voilà, 40, ça aurait été presque suffisant pour gagner. La victoire s'est jouée en 39h45 et je suis arrivé à peu près 1h30 derrière le premier. D'accord, 1h30 après. Waouh. Et comment tu gères t'as pu dormir pendant ces 41 heures ou t'as tout fait d'une traite? Pour moi, quand on est à 41 heures, ça veut dire qu'il y avait une nuit et demie à peu près. Là, normalement, je n'ai pas besoin de dormir, donc j'ai fait en tout d'une traite. On a commencé le jeudi à 6h du matin. Donc on fait d'abord toute la journée, ça va, il fait beau. La nuit tombe, on a encore l'énergie. Et ensuite, le risque, c'est de savoir passer toute cette première nuit sans dormir. Ça a été mon cas. Quand le jour revient le lendemain, ça va. On est un peu mieux. Les premières heures sont difficiles. Et puis ensuite, on repart sur une nouvelle journée. On a un peu notre cycle biologique qui reprend le dessus. Et donc, on ne dort pas nécessairement. Quand la deuxième nuit arrive encore, en revanche, là, ça peut être compliqué. Heureusement, j'ai terminé à 23h, donc c'était au début de la nuit. Mais tous ceux qui ont couru 2 voire 3 nuits dehors, là, normalement, ont eu besoin de dormir à un moment. Ouais. Waouh. Et en termes d'alimentation, tu fais comment pour tenir aussi longtemps? T'as des barres, On a des barres, des gels, des boissons d'effort, tout ce qu'on a pour des marathons ou des efforts un peu plus courts. En revanche, c'est compliqué de tenir pendant une quarantaine d'heures ou plus de 80 heures pour les derniers, en mangeant simplement des gels ou des produits vraiment artificiels. Donc on est obligé là de manger quelque chose de solide, quelque chose de régénérant un peu. Donc notamment aux heures des repas, idéalement, là, le fait de prendre un plat de pâtes, de riz ou vraiment, ça peut être n'importe quoi, tout ce qu'il va y avoir dans les différents ravitaillements. Là, on est preneur et ça fait du bien. Il faut quelque chose de solide qu'on arrive à digérer puisque l'intensité sur une course aussi longue est forcément moindre que si on fait un marathon. Imaginez manger un plat de pâtes en plein marathon, ça paraît compliqué, mais quand on court pendant une quarantaine d'heures, on peut se permettre de faire une pause, de manger et de repartir en digérant. Et t'as eu des douleurs physiques particulières vu la distance et le temps à la fin? Est-ce que t'avais je sais pas, au pied, des ampoules, des douleurs particulières, le mollet qui commence à vaciller? Musculairement, j'étais vraiment bien pendant cette course. Il faut dire que j'ai l'habitude, on pourra en parler par la suite, mais c'est loin d'être mon coup d'essai dans ce type de format. Donc j'ai vraiment l'habitude, je fais des longues montées, surtout les longues descentes qui font mal à tout le monde. Moi, c'est vrai que je les sens de moins en moins. Et après 180-200 km, j'étais vraiment bien au niveau musculaire. Par contre, avec toute la pluie et les dizaines de kilomètres qu'on a fait avec les chevilles, voire les genoux dans l'eau, là, les pieds étaient complètement fripés, complètement trempés dedans, les chaussures et les chaussettes qui sont trempées également. Donc là, ça crée vite des ampoules et des problèmes d'irritation quand les pieds macèrent comme ça dans les chaussures pendant 2 heures. Mais t'as pu changer? Tu peux changer ton équipement pendant la course, j'imagine? On peut se changer effectivement pendant la course selon différents endroits où on a des sacs d'allègement où on peut mettre du matos, de la nourriture qui nous attendent donc à différents points. Le problème sur celle-ci, c'est que dès qu'on repart avec les chaussures et les chaussettes sèches, au bout de 20 minutes, on retraverse une rivière ou un chemin détrempé. Donc on n'est pas resté avec les pieds secs plus d'une demi-heure.
je dirais, sur les 40 heures. Et est-ce qu'il y a eu un moment un peu magique où tu te dis, ok, waouh, cette course, elle est différente des autres en termes d'émotion ou de ressenti? L'endroit est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. La Réunion, c'est assez phénoménal. On s'en rend compte dès le départ. Dès la première montée où on était sous l'eau, on avait les bénévoles qui faisaient une chaîne humaine pour nous aider à passer des rivières qui n'étaient même pas des rivières normalement. C'est simplement vraiment un torrent qui s'est créé juste avec les pluies. Et on était sur un volcan à ce moment-là, donc on s'attend sur un volcan à avoir plutôt des coulées de lave. Là, c'était effectivement des torrents pas possibles. Mais chaque endroit est absolument incroyable. On descend dans des cirques où il n'y a pas accès aux voitures du tout. Il y a plusieurs villages qui sont totalement coupés du monde. C'est absolument magique. Donc c'est vraiment un des endroits à aller visiter, bien sûr pour courir, mais également pour randonner. Quelqu'un qui ne connaît pas la Réunion, moi je l'invite à aller voir un peu de ses propres yeux cette île qu'on appelle l'île intense. Et il y a une bonne raison pour ça. Et qu'est-ce qui t'a manqué à revenir en arrière? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu cette première place? J'ai pris la deuxième place après une 60aine de kilomètres. J'étais dans mes temps, pour moi c'est très bien. Je pars exprès de manière conservative pour ne pas risquer de partir trop vite. Celui que j'ai doublé pour la deuxième place, il a fini 13 ou 15e je crois, donc lui était parti un peu trop vite. Ok. Et j'ai passé ensuite près de 100 km tout seul. J'ai pris la tête de la course à la faveur d'une longue descente, puisque c'est mon point fort. Et j'étais plus en forme que mon concurrent direct à ce moment-là. Malheureusement, j'ai pris une insolation. Qui a créé Gros coup de chaud. Et donc j'ai réussi à le dépasser en courant, encore une fois, musculairement ça allait, mais je sentais que je surchauffais, j'avais vraiment la tête qui allait exploser, des maux de tête, et je savais que j'aurais pu continuer à essayer de courir avec lui et de rester devant, mais ça pouvait être assez dangereux, risquer un malaise, etc. Donc j'ai préféré lever le pied, c'était un peu plus raisonnable, et j'ai dû le laisser partir, c'était un très bon coureur de toute façon, et sans ça, je ne sais pas si j'aurais gagné ou pas, on ne peut pas le savoir. Donc du coup, c'est l'hydratation qui aurait pu t'aider à éviter L'hydratation, surtout de rester à l'ombre. J'ai passé une petite demi-heure ou une vingtaine de minutes sur un ravitaillement où je devais justement changer mes chaussures, mes chaussettes, et j'étais en plein soleil à ce moment-là. Il n'y avait pas les infrastructures nécessaires. On était en haut du Maïdo, pour ceux qui connaissent, une montagne extrêmement raide à La Réunion. Et donc je suis resté au soleil un peu trop longtemps, sans bouger, qui plus est. Et donc au moment de repartir, les jambes étaient bien, mais je sentais que j'avais vraiment pris un coup de chaud. Et le seul moyen là pour faire descendre la température corporelle, c'est de m'immerger dans l'eau. Le fait de se mettre un petit peu d'eau sur la tête comme on fait d'habitude. Quand on a un petit coup de chaud, ça va. Quand on a une vraie insolation, c'est plus suffisant. Donc là, 24 heures après la fin de la course, j'avais encore de la fièvre, des maux de tête et j'étais pas bien. Donc là, c'était déjà un petit peu trop tard. Il fallait pouvoir m'immerger dans une rivière, prendre une douche ou quelque chose comme ça. Et ça a été compliqué. Je n'ai pas pu faire ça au ravitaillement. Donc il a fallu un peu lever le pied. Ok. Bon, en tout cas, bravo pour cette deuxième Merci. place. T'as la médaille? Oui, Tu m'as tout à fait. Ouais, exactement. Elle est tellement cool. Qui est magnifique avec le hop. Elle Voilà. tourne en fait à l'intérieur. Pour ceux Exactement. qui nous écoutent en audio, c'est marqué donc ultra-terrestre et elle tourne sur elle-même à l'intérieur. Enfin, franchement, elle est très 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 jolie. Elle est très sympa. Ils ont fait vraiment un super boulot pour cette première édition de course qui est, à mon avis, vouée à continuer et puis à devenir un événement majeur du calendrier annuel d'Ultra Trail. J'ai hâte d'y retourner. Je te propose qu'on remonte le temps et qu'on arrive à ta naissance. Donc tu es né en 1990 et je voudrais que tu nous expliques un petit peu qui était le Martin autour des 10 ans. Ah, c'est bien ça, autour des 10 ans. Sportif, pas autant que maintenant du tout. Je ne suis pas né dans un milieu de sport d'élite. En revanche, le sport a toujours baigné quand même mon enfance. J'avais un petit frère de 2 ans, mon cadet, Vincent. Donc on était assez sportifs tous les deux. Moi, ce que j'avais, c'est que j'ai eu un double coup de bol. C'est un peu comme ça que je me souviens de mon enfance. Un coup de bol un peu avec la loterie génétique, de tomber déjà dans une famille avec des parents aimants qui étaient vraiment très présents avec nous, pas nous couver outre mesure, au contraire, qui nous ont vite balancé tout seul. À 10 ans, c'était allez, tu te débrouilles, et puis je prenais le bus, traverser la ville pour aller à l'école, pour aller aux différents endroits sur mes entraînements de ping-pong à l'époque. Donc ouais, je pense qu'il y avait ce coup de bol un peu d'être tombé dans cette famille de parents qui ont toujours cru en nous et qui nous ont toujours beaucoup aimés.
Et puis un coup de bol un peu avec la loterie génétique, pas tant sur mon corps ou mes capacités physiques, mais sur mes capacités intellectuelles, qui m'ont permis assez rapidement de comprendre les choses peut-être un peu plus vite. J'ai sauté une classe quand j'étais en école primaire. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a suivi par la suite. Tout m'est venu dans ma scolarité notamment, tout m'est venu assez facilement grâce à ce petit coup de bol en fait encore une fois, de Parce la que génétique. j'ai eu ce qu'on appelle un haut potentiel intellectuel. Je crois que tu fais même partie d'une association, la Mensa, non? Mhm. Ouais, tout à fait. Il y a une association Mensa que j'ai rejoint plus par amour de passer des tests. J'adore la logique, les tests de maths, de comparaison. Depuis que je suis gamin, je fais des choses comme ça. Je passe des heures à faire des sudoku, à faire des puzzles et ce genre de choses. Donc oui, voilà, je n'aime pas spécialement les catégorisations, etc. Tu fais partie quand même de ces 2% de la population les Voilà. plus intelligentes au monde. C'est ça, si on veut encore une fois le coup des benchmarks, ça reste aussi qu'une intelligence Non, bien non, bien sûr. spécifique qui est l'intelligence très logique et scientifique. Il y a plein d'autres choses, on a des gens là-dedans qui ne sont pas du tout ouverts à l'intelligence émotionnelle notamment et qui sont incapables de connecter avec un autre humain. Donc moi c'est peut-être là justement qu'il y a eu de la chance grâce à cet entourage justement de mes parents, il y a eu peut-être cette intelligence un peu plus rationnelle ou scientifique qui a été doublée d'une capacité à connecter avec les gens grâce encore une fois à l'amour reçu de l'environnement familial. Donc Trop bien. je pense, voilà, petit coup de bol génétique, ça après on peut que essayer de l'utiliser au mieux dans sa vie. C'est le coup de bol. Et ça t'a servi pour tes études. Donc tu as fait une très grande école en France. Et cette école t'a permis notamment de faire un stage dans l'armée française, où là, tu as découvert tes capacités, où tu t'es dit, waouh, je cours vachement vite par rapport aux autres. Ça t'a permis d'aller aux États-Unis, faire un stage, et là, tu découvres les Spartan Race. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as fait cette découverte? Ouais, bien sûr. C'est vrai que tout mon cursus, comme on le disait, tout m'est venu assez facilement. J'ai eu cette idée toujours, moi, avec cette notion de réaliser l'impossible. On en parlait un peu avant. C'est que quand on m'a dit non, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Si tu veux ça, il va falloir bosser très dur. Si tu veux ça, il va falloir faire des sacrifices. Moi, je suis toujours allé vers l'avant en me disant, je vais essayer d'avoir ce que je veux sans faire les sacrifices qui semblent être obligatoires ou nécessaires. Donc voilà, j'ai réussi à toujours avancer un petit peu avec une espèce de flow vers ce qui m'attirait. Et donc oui, ça m'a emmené notamment donc, dans l'armée. J'ai dû me battre avec l'armée pour avoir le droit de postuler, avec mon école pour avoir le droit de faire mon stage là-bas. Ensuite, il a fallu effectivement faire quelques dérogations dans tous les sens. Mais je suis rentré effectivement dans l'armée, dans les troupes de montagne notamment, où j'ai passé le brevet d'alpinisme militaire. C'est là que j'ai fait un peu ma première course en montagne et que je me suis dit que c'était vraiment, vraiment cool. Et par la suite, il a fallu encore négocier avec l'école, cette fois pour partir en double diplôme aux États-Unis, avec un programme qui était en train de se terminer. Quand je suis arrivé là-bas d'ailleurs, on m'a dit mais tu devrais pas être là, alors que j'étais officiellement accepté, j'étais aux US avec mes valises, et on m'a dit mais t'es nulle part sur les documents d'inscription parce que le programme aurait dû être annulé déjà, avait été annulé l'année dernière, et il se trouve qu'il y avait eu un glitch ou je sais pas, que j'avais été peut-être assez endurant déjà. Et puis donc j'ai été quand même bien sûr autorisé à rester. Et c'est là-bas que j'ai découvert donc les Spartan Race. J'ai fait quelques marathons à l'époque sur route. Et puis un ami m'a fait découvrir ces courses qui se déroulent donc en nature. Et puis avec ce côté vraiment d'imprévisible et de challenge totalement différent, puisqu'on se retrouve à grimper des murs, des cordes, à ramper dans la boue sous des barbelés, à porter des trucs lourds, des rondins ou des pierres pendant des kilomètres. Et je trouvais ça vraiment top. Ça a été le coup de foudre. Et assez vite, j'en ai fait une ou deux qui duraient 1 heure ou deux, ensuite 3, 4, 5 heures. Et puis, il y en avait une qui faisait peur à tout le monde, où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement dingue. 24 heures, ça s'appelle World's Toughest Mudder. 24 heures à tourner sur un parcours d'obstacles équivalent du parcours du combattant militaire. C'est un peu une course d'attrition où tout le monde abandonne. On doit faire ça en plus dans des eaux absolument glaciales. Donc, on est avec un wetsuit, une tenue en néoprène. Et puis on saute dans l'eau qui est en train de geler, parce qu'il est 2 heures du matin dans le New Jersey, puis ensuite dans le désert autour de Las Vegas. C'était complètement dingue, et c'est typiquement le genre de choses où je n'étais pas du tout programmé pour ça. C'est quelque chose de totalement nouveau pour moi, je ne m'étais pas spécialement entraîné pour ça, mais il y avait cette idée pour moi de « Ah, ça a l'air impossible, bon, on va le tenter ». Et quand on m'a dit « Mais t'es sûr d'y arriver ?» Absolument pas. Okay. C'est absolument pas la question. Pour moi, le fait garantir, d'avoir la garantie de réussir quelque chose, c'est pas quelque chose de nécessaire. Au contraire, c'est même si j'ai la garantie d'y arriver, c'est peut-être une bonne raison pour ne pas le faire.
Et du coup, tu l'as fini celle-là? Et donc j'ai terminé. Alors, terminé, on termine dans le sens où quand on continue pendant 24 heures. Après, il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est celui qui fait le plus de distance sur les 24 heures. Donc je ne l'ai pas remporté, bien sûr. Mais effectivement, j'ai terminé de cette première année. J'ai pu courir un peu quasiment 24 heures autour de ces obstacles en tombant de l'eau tout le temps. Et là, ça fait un switch. Quand déjà, on va chercher un peu la difficulté. Et là, quand on se rend compte, alors que j'avais jamais fait quelque chose de même pas la moitié de ça. Et quand on se rend compte qu'on est capable de tenir un effort physique et mental pendant 24 heures, là, il se passe quelque chose. Et effectivement, quand derrière, on me dit ça, c'est impossible, il y a la petite voix qui dit que ça veut dire impossible, en fait. T'as vu ce qu'on vient de faire, là? Donc, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Et donc, tu as enchaîné plein de défis sportifs autour de courses, défis extrêmes. Qu'est-ce qui t'attire dans ces défis extrêmes? Alors pour moi, c'est vraiment ça. Surtout dans un premier temps, c'était cette notion d'impossible de ne pas savoir si tu es capable de le faire. Ça n'a jamais été pour regarder la médaille, montrer ou convaincre quelqu'un que je peux y arriver. Encore une fois, moi j'ai eu cette chance avec cet environnement familial de ne pas avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc c'était simplement plus par curiosité en fait, vraiment de savoir mais ça a l'air dingue, je pense pas être capable de le faire. Bon, on va voir. Et donc quand j'ai découvert notamment les ultra trails, avec l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est un des plus connus, l'UTMB. C'est quand je faisais mes premières courses. J'étais dans l'armée, c'était avant même les États-Unis. Je commençais à regarder un peu sur Internet. Je vois qu'il y a un speed marathon. Il existe des ultra-marathons, ça va encore plus loin. Et puis je découvre un peu. Et on arrive forcément sur l'UTMB, qui était déjà un peu dans le moment où ça explosait un petit peu, après une dizaine d'années. Et puis il y avait la musique de Vangelis, Conquest of Paradise, qui est au départ, qui a une musique absolument grandiose. Et qui m'a, depuis que je suis gamin, qui m'a vraiment mis des étoiles dans les yeux, et qui m'a mis des larmes aux yeux, même quand je l'entendais en famille, justement. Et là, j'ai vu ça, et tout de suite, ça a été, mais ça a l'air d'être un truc démentiel que je pourrais jamais faire, mais il faut que je sois sur la ligne de départ un jour. À titre vraiment personnel, c'était, et à peu près, 7-8 ans plus tard, avec les États-Unis, les Spartan Race entre les deux, je suis revenu, et je me suis retrouvé effectivement sur la ligne de départ, avec mes parents qui étaient pas très loin dans les supporters, et j'étais au début de la course de 270 km. J'avais des larmes aux yeux, comme beaucoup, avant même de partir, en fait. Donc, peu importe ce qui se passe, la course était déjà réussie d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de découverte de ce qu'on peut vivre, en fait. Donc, Et en 2015, tu rejoins JP Morgan Private Bank, donc à Genève. Mais je crois que juste avant ça, tu as fait une émission qui s'appelle Spartan, où plusieurs athlètes de haut niveau s'affrontent, un peu comme Koh-Lanta. Raconte-nous un petit peu cette histoire. Ouais, ça c'était assez dingue. Quand je suis revenu des États-Unis, je postulais donc pour un boulot, alors soit à Genève, soit à Londres. J'espérais trouver un boulot plutôt sur Genève pour me rapprocher des montagnes. Je travaillais donc en finance à l'époque. Et juste avant d'avoir le coup de fil de JP Morgan qui me confirmait donc mon boulot pour mi-septembre 2015, j'ai reçu un autre coup de fil de donc l'organisation de Spartan X, qui était donc un show télé en Hongrie, sur une émission vraiment internationale sur toute l'Europe, avec une douzaine de participants. On était 2 de chaque pays, un homme, une femme, avec des backgrounds sportifs très différents. Mais l'idée, c'était vraiment d'être des experts chacun de nos sports. Donc il y avait un champion du monde de kitesurf, il y avait un espoir du basket, il y avait un prof de MMA, il y avait des choses vraiment des profils très très différents. Et l'idée, c'était justement d'utiliser un peu les profils de chacun et de voir qui était le meilleur, entre guillemets, d'un point de vue très généraliste, assez global. Et donc chaque challenge était pas simplement sur une dimension, mais il fallait à la fois courir vite, mais en plus garder son sang-froid, et puis porter quelque chose de lourd, et puis être agile, et puis avoir de la mémoire. Et il y avait vraiment énormément de choses. Mais il n'y avait pas du tout ce qu'on retrouve justement dans Koh-Lanta, qui est la dimension un peu plus drama, le fait de voter contre un tel, etc. Non, c'était vraiment orienté très sportif et performance. Donc si on réussissait, on restait dans le château, on vivait dans un château médiéval pendant 2 semaines. On restait là-dedans. Et si on échouait à un des challenges, une épreuve, on était arrivé en exil. Donc là, on vivait dans une tente en face du château. Et il fallait aller nettoyer le château et faire la cuisine pour ceux qui étaient à l'intérieur. Donc on avait vite envie d'y remonter en gagnant une autre épreuve. Et le seul moyen d'être éliminé, c'était encore une fois de perdre 2 épreuves d'affilée. C'était pas simple, il n'y avait pas de vote contre qui que ce soit. Et tu es arrivé combienième ? Et donc ça, alors, je vais faire un spoil, puisque les épisodes sont disponibles en ligne, donc tout le monde peut aller voir. Mais j'ai calmé... donc sur la chaîne de Insight, Insight TV, voilà. Où je mettrai le lien en commentaire. Bien sûr, voilà.
Le premier épisode, je Alors, crois, est tu sais disponible quoi? sur On YouTube. va pas dire, mais t'es arrivé très loin. Voilà, je suis allé On dit assez pas. loin, effectivement. Potentiellement, voilà. Donc j'étais dans tous les épisodes, donc c'est déjà plutôt positif. Et donc, tu finis ça. Tu débarques JP Morgan. Tu vas rester 4 ans et tu quittes ce job. Pourquoi? Ouais, je pense qu'au bout de 4 jours, je savais que je n'allais pas y faire toute ma carrière. Après, c'était un premier job à l'époque. On est content, bien sûr, de se mettre à travailler, d'avoir un premier salaire, etc. Il a fallu, en plus, pour moi, c'était nouveau de m'habituer à ce nouveau milieu, ce nouveau pays aussi, qui était la Suisse à l'époque. Ça fait une dizaine d'années que j'y suis maintenant. Mhm. Euh, mais j'ai su tout de suite que ça allait pas coller. C'était encore une fois avec mon idée, moi, un peu d'être libre penseur, d'aller à l'encontre de l'impossible, d'aller vraiment chercher le challenge, chercher la réflexion, chercher le fait de penser un petit peu outside the box, comme on dit. Là, je savais que ça allait pas coller. Pour autant, voilà, j'étais pas pressé d'en partir, donc ça se passait très bien avec mes collègues, avec le boulot. Je me suis formé au coaching pendant donc ce passage de 4 ans chez JP Morgan. J'ai repris la tête de l'équipe dans laquelle je travaillais, et donc ça se passait toujours très bien, mais il y a un moment où voilà, je sentais que c'était plus pour moi. L'analogie que je donne assez souvent, c'est les violonistes qui jouent du violon sur le Titanic. Pour ceux qui s'y viennent, le bateau est en train de couler et puis ils continuent de jouer du violon. Puis moi, j'ai regardé, je me suis dit, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces violonistes, mais j'ai pas envie de continuer à jouer du violon quand le bateau est en train de couler. Donc JP Morgan était effectivement en train de restructurer pas mal de choses. Moi, mon boulot n'a jamais été en danger, mais c'était compliqué pour moi. Ce que je voulais faire, c'était permettre à mon équipe de se développer, d'aller chercher justement des challenges pour eux et de penser à leur avenir. Mais du jour au lendemain, ils pouvaient être virés. Et c'est quelque chose qui moi, vraiment ne me convenait pas. Donc du jour au lendemain, j'ai dit, voilà, au revoir, je pars. On m'a dit, ah, t'as quelque chose d'autre, t'as trouvé un autre boulot? J'ai dit, non, je pars, je fais le grand saut, on verra, je vais me mettre à mon compte ou je vais faire autre chose. Mais en tout cas, voilà, je ne reste pas. J'ai vu trop de gens rester dans des boulots qui ne leur plaisaient pas et puis justifier des positions un petit peu injustifiables. J'ai connu ça. Voilà, comme 15 ans de banque privée. Je visualise très bien. voilà, tu vois. Donc, il est hors de question d'attendre. L'artisan de l'impossible débarque. C'est ça. Raconte-nous un petit peu comment tu t'es lancé dans ce coaching. Quand je suis reparti, l'idée, ça a été vraiment de me dire, de trouver, disons, un mode de vie qui était beaucoup plus proche de qui je suis, de ma philosophie de vie, de comment je vois les choses. Et donc, ça a été ça, vraiment, cette notion donc, d'artisan de l'impossible qui m'est venue assez vite, qui est ma tagline aujourd'hui. C'est vraiment cette idée. C'est une philosophie de vie plutôt qu'un rôle, exactement. Mais c'est de se dire que voilà, l'impossible, c'est juste quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Donc, on se retrouve les manches et puis on y va. Et puis, dans tous les cas, on essaye. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On aura progressé en s'en rapprochant. Et donc, tu fais de l'accompagnement pour des sportifs? Alors, aujourd'hui, du coup, c'est vraiment multifacette. Donc, il y a déjà mon impossible à moi autour de mes courses, bien sûr, où je vais donc toujours plus loin dans l'endurance et dans la performance maintenant, puisque au-delà d'aller plus loin dans la distance, mon idée maintenant, c'est de performer de plus en plus, donc de monter un petit peu la hiérarchie mondiale, si on veut, en termes de performance sur ces formats-là. Mais j'accompagne également mes clients, que ce soit des clients particuliers, que ce soit des entreprises, à réaliser leur impossible, quel qu'il soit. Encore une fois, pour moi, ça n'a pas besoin d'être absolument ambitieux. Pour certains, l'impossible, ça peut être j'aimerais pouvoir rentrer un peu plus tôt le soir pour passer plus de temps avec mes enfants. Mais ça me paraît impossible parce que j'ai trop de boulot, parce que j'ai mon job qui veut ci, parce que j'ai mes clients, etc. Mon idée, c'est qu'encore une fois, c'est absolument possible en utilisant notamment la notion d'engagement personnel, qui est au cœur de tout ce que je fais, du livre que j'ai écrit également, et qui alors au-delà de la simple phrase « quand on veut, on peut », qui est un petit peu kitsch, moi, mon idée, c'est de la mettre vraiment en application. Et pas simplement de dire ça aux gens, parce que c'est inutile, mais c'est de leur faire ressentir. Et de faire en sorte qu'ils passent à l'action et qu'ils se rendent compte eux-mêmes que si réellement ils le veulent, ils le peuvent, mais à condition de s'y engager pleinement. C'est ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que tu as un exemple d'accompagnement d'une personne, je ne sais pas, qui t'a particulièrement touché ou dans lequel son objectif a été atteint? Ouais, alors
il va y en avoir beaucoup, hein, je pense que je pourrais aller. J'ai notamment une cliente qui me vient en tête qui avait certains doutes quand on a commencé à travailler ensemble. Elle était en CDD sur un job dans une boîte de pharma euh, qui est assez connue bien sûr, mais elle avait des doutes un petit peu quant à sa capacité à tenir là-dessus. Elle était sur un job de contrôleur financier. Et elle avait quelques doutes quant à sa capacité à faire mieux avec sa carrière. Elle avait quelques doutes quant à sa capacité à partir en montagne parce qu'elle voulait notamment, en même temps, elle avait quelques projets d'alpinisme qui lui tenaient à cœur, de pouvoir monter à 4000 mètres, etc. Et puis elle avait été effectivement perçue de doutes suite à quelques expériences un petit peu difficiles, professionnelles et personnelles, sportives. Et on a travaillé ensemble, effectivement, et en quelques semaines, c'est allé assez vite, où elle a très vite repris confiance en elle, en sa façon de réaliser les choses. Elle est partie s'attaquer à des challenges qu'elle n'aurait même pas osé affronter autrement. Donc, elle a postulé pour un job en interne qui lui semblait absolument hors de portée. Elle a fini par, du coup, obtenir ce job et en l'espace de 2 ans, plus que doubler son salaire et finir Head of Finance, donc directrice financière de la boîte, normalement sur une progression qui aurait dû lui prendre 5 à 10 ans. Elle est montée à 4000 mètres plusieurs fois sur des projets d'alpinisme, bien sûr, tout ça se nourrit ensemble, c'est-à-dire que ce qu'on peut réussir dans le personnel, dans le sportif, finit par transpirer dans notre niveau de confiance au quotidien, donc ça lui a permis d'arriver et donc de postuler et d'obtenir certains de ces jobs-là. Donc tu aides à la fois sur le mental et sur le physique, et tu as des outils particuliers que tu utilises? Vraiment cette notion d'engagement personnel. On voit très souvent la confiance comme un prérequis. Ah, quand j'aurai confiance, je serai capable de faire ça. Alors qu'en fait, la confiance est une conséquence. Il faut commencer par agir, vraiment passer à l'action, en ne sachant pas si on va réussir ou non. Et c'est comme ça qu'on gagne la confiance. Si on réussit, forcément, la confiance arrive directement, parce que je sais que je suis capable de le faire, je viens de le faire. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. La confiance, c'est la volonté d'essayer quoi qu'il arrive. Donc, cette capacité à avoir confiance et à prendre les devants, elle va grandir dans tous les cas. Donc, on n'a pas réussi, c'est pas grave, j'ai essayé, j'ai pas de regret d'avoir essayé, je suis quand même plus près d'avoir réussi en ayant essayé qu'en n'ayant pas essayé, en étant resté sur mon canapé. Et donc, ça, c'est vraiment ça. Et c'est ce que moi, je permets de faire. En travaillant avec mes clients, ils se rendent compte en fait que oui, c'est le moment, je m'y engage, je passe à l'attaque. Et c'est vraiment la différence. Quand quelqu'un travaille avec moi, il passe à l'action, quoi qu'il arrive. Le résultat, on ne peut pas le garantir. Je ne peux pas le garantir. Ceux qui garantissent des résultats, des chiffres, des progressions, c'est du pipeau. Moi, ce que je peux garantir, c'est que mes clients passent à l'action. Eh bien, écoute. On est à la moitié de l'épisode. Je te propose qu'on fasse un petit jeu. C'est les jeux de l'entracte. 10 questions entre vérité et idées reçues. Alors, vrai ou faux? L'ultra trail, c'est juste un marathon en montagne. Vrai et faux, c'est un peu plus. La plupart des ultra trails se courent de nuit. Vrai, pour un ultra, on finit par atteindre la nuit, ouais. Les coureurs peuvent dormir pendant un ultra trail. Vrai, on dort quand on veut, bien sûr. On perd du temps, mais on dort, on peut. Les bâtons sont interdits? Ça dépend. À La Réunion, effectivement, c'était interdit, souvent par sécurité ou par protection de l'environnement, d'un parc national par exemple, mais le plus souvent, ils sont autorisés. Ça nous aide beaucoup. Ok. L'UTMB est la course la plus connue dans le monde pour l'ultra trail. Vrai. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tu as fini 40e en 2021. J'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh, ça c'est impressionnant ». Il faut être végétarien pour être performant sur un ultra trail. Faux. Il y a des végétariens très performants, mais il n'y a pas de il faut, globalement. Un ultra trail peut durer plus de 100 heures. Vrai, absolument. Moi-même, j'ai couru 109 heures sur un ultra de 500 km en Sicile. Waouh. Mais il y en a qui durent encore beaucoup plus que ça. Il n'y a pas de limite. Peut-on courir un ultra trail sans entraînement spécifique? Vrai, c'est possible. J'ai tendance à dire souvent qu'on s'entraîne physiquement pour ne pas avoir besoin d'être fort mentalement. Donc moins on est entraîné physiquement et plus il va falloir être fort mentalement.
On va dans tous les cas souffrir, même quand on est entraîné. Et si on n'est pas entraîné, on va souffrir beaucoup. On peut toujours aller au bout. Tant que vous savez marcher, vous mettre un pied devant l'autre, vous pouvez aller au bout. Mais sans entraînement du tout, voilà, il va falloir être très très fort mental. L'ultra trail est aussi une aventure intérieure. Très 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 vrai. Il y a beaucoup d'ultra-trailers qui utilisent cette discipline un peu comme une sorte de méditation et de voyage intérieur. Moi, c'est vrai que je médite assez peu assis sur un lit ou sur un tapis. En revanche, moi, je vais courir des heures et des heures sans téléphone, sans rien, en ne pensant qu'à mon souffle, mes pas et la nature autour de moi. C'est extrêmement méditatif et j'en reviens très souvent avec presque des illuminations sur des questions intérieures que je n'aurais sûrement pas pu avoir, même avec des heures et des heures de thérapie ou de méditation. Et la 10e dernière, vrai ou faux, est-ce que tu ne fais que courir pendant un trail? Non, bien sûr, on marche beaucoup. Ça, c'est un peu le secret qui fait peur à beaucoup de monde. Quoi. Mais t'as couru vraiment non-stop pendant 24 heures? Alors, il y a des courses où c'est le cas, des ultras, notamment sur du plat, sur une piste d'athlétisme, des fois pendant des heures et des heures. Donc là, oui, il court non-stop, à part un petit moment pour aller aux toilettes ou autre. Mais le plus souvent en ultra, en montagne notamment, on marche beaucoup dans les montées. Même les tout meilleurs prennent énormément de temps à monter. Sur une course comme le Tour des Géants, par exemple, on passe quand même quand on est en tête, la moitié de la course à marcher au lieu de courir. Quand c'est trop raide, on n'a pas le choix. C'est beaucoup plus intelligent de marcher que de courir. Écoute, on a terminé le vrai ou faux, merci. J'aimerais qu'on parle de l'année 2021. Tu fais 2 belles rencontres. La première, c'est ta chérie, Aurel. Et la deuxième, c'est Steve Hardison, qu'on appelle The Ultimate Coach. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre? Bien sûr. Alors, c'était une e-rencontre pour le coup. Je n'ai pas rencontré Okay. Steve. On a échangé depuis, mais on ne s'était pas rencontré en personne. En revanche, c'est la rencontre plus avec l'image de Steve, avec le message de Steve et tout ce qu'il a pu transmettre, qui est au cœur de mon livre pour ceux qui ont pu le lire. Steve Hardison, pour moi, est la représentation ultime de l'engagement personnel. Celle que je défends et qui est au cœur donc, de tout ce que je fais, qui permet notamment d'atteindre l'impossible. Le fait de se mettre vraiment corps et âme dans ce à quoi on croit et de vivre les choses de manière très très intense. Et c'est une vidéo donc, de Steve qui m'a vraiment marqué à ce moment-là, où il raconte une séance de coaching qu'il a pu avoir avec un joueur de foot américain à l'époque. Le nom de la vidéo s'appelle TBOLIT NFL. Donc TBOLIT NFL pour les lettres en Je mettrai aussi dans les liens. Voilà. Okay. Et là, l'idée effectivement de cette vidéo, c'est il a réussi en fait, et il montre comme il a réussi à réveiller le feu sacré chez ce joueur de foot qui était un petit peu en perdition grâce à son engagement personnel. Et ça a été vraiment le jour et la nuit pour moi. J'ai fondu en larmes à un moment dans la vidéo où j'ai fondu en larmes en la regardant. Et le lendemain, j'ai essayé de la raconter à une amie, j'ai refondu en larmes dans un resto, mais de bonheur, de joie, de beauté en fait. Et pendant plus d'une semaine, dès que j'essayais d'en parler à quelqu'un, effectivement, je fondais en larmes en voyant ça, à tel point c'était marquant pour moi ce que j'avais vécu. Et c'est depuis effectivement quelque chose qui a dicté tout ce que j'ai pu faire, bien sûr mes aventures en ultra, mais d'une manière générale tout ce que je fais dans ma vie et qui je suis, c'est autour de cette notion vraiment d'engagement personnel et de faire les choses à fond et pas à moitié, de pas avoir des regrets, de pas simplement de vivre ce qu'on a à vivre et de le faire pleinement. Écoute, j'aimerais qu'on revienne sur ton palmarès et qu'on balaye ensemble un petit peu l'ensemble des courses que tu as faites. Donc on l'a dit, 40e à l'UTMB, au Tour des Géants, tu as participé plusieurs fois et tu as notamment fini 2e. Troisième. Pardon, ouais. 3e. Au Tour des Géants, d'ailleurs, t'as différents... comment on appelle ça, trophée, emblème derrière toi et sur les côtés, et franchement hyper sympa d'avoir fait cette sorte de taureau. Ouais. J'adore. Je voudrais que tu nous dises quel a été pour toi le moment le plus difficile que tu as vécu dans une course. Il y a eu effectivement beaucoup de courses. Beaucoup de moments difficiles. En ultra, il y en a énormément.
C'est même une succession de moments difficiles, il y a même assez peu de moments faciles, entre guillemets. Euh, Peut-être une blessure ou... Alors, c'est important. Il y a des gens qui continuent de courir justement une fois blessés. Ça, c'est assez important parce qu'on est voilà, on est des guerriers, on va dire, des conquérants. Peu importe la douleur, c'est pas grave, on continue. Donc, j'ai eu effectivement, jusqu'il y a pas très longtemps, deux énormes ampoules sur les talons, mais qui feraient s'évanouir le commun des mortels. Euh, et Et on continue de courir quand on a ça, quand on sait que c'est pas trop grave, quand on risque pas de s'abîmer. Moi, s'il n'y a jamais vraiment une vraie blessure qui risquait de mettre en péril soit ma santé, soit même tout le reste de ma saison, où là, vraiment, je recommande de lever le pied et de s'arrêter. Il y en a qui continuent et qui prennent des risques. Par contre, il y a pu avoir effectivement des blessures assez sérieuses, notamment au niveau des ampoules qui font extrêmement mal, mais qui permettent de continuer en fait. Où on n'a vraiment pas envie d'y aller, mais où on repart parce qu'on a un tour de plus. Il y a une course notamment qui s'appelle un backyard ultra, euh, où tu dois faire une boucle de 7 km toutes les heures à l'infini, jusqu'à ce que tout le monde abandonne. Oh, wow. Donc l'idée elle est assez simple, c'est 7 km, c'est relativement plat, il peut y avoir un petit peu de montée-descente, mais globalement ça va. Donc vraiment tout le monde est capable de faire une boucle, deux boucles, trois boucles, plusieurs boucles. On peut quasiment les faire en marchant et on est dans les temps. Mais l'idée c'est qu'il y a un moment où ça devient très difficile, avec la nuit, avec la fatigue et puis avec potentiellement les douleurs. Et donc là ça m'est arrivé effectivement de terminer la boucle, d'avoir mon père médecin qui était à mon chevet et puis de lui dire tiens j'ai besoin de toi sur le côté. Et puis vraiment d'être en larmes quasiment de douleur, mais lui demander bon écoute, est-ce que je peux repartir ou pas? Est-ce que je suis en train de m'abîmer ou est-ce que ça va? Puis il regarde un petit peu la blessure et le médecin du sport, il me dit écoute, non, là tu peux continuer. Ma mère qui était à côté et qui me dit oh, non, mais il faut que t'arrêtes, hein, si ça va pas. Je lui dis maman, je sais, mais c'est pour ça que j'ai demandé à papa. Elle est médecin aussi, mais voilà, il y a le côté quand même maman qui fait qu'elle a envie que je m'arrête, alors que mon père m'a donné la réponse, pas celle que je voulais, mais au moins la réponse objective, plus en tant que médecin qu'en tant que papa poule. Et donc il me disait oui tu peux continuer, est-ce que je te le conseille, je sais pas, mais en tout cas tu vas pas t'abîmer un peu plus. Bon ok, on serre les dents et on repart pour un tour et encore un tour et encore un tour et j'ai dû faire encore je sais pas 8-10 tours de plus après ça avant de finalement m'écrouler en termes de fatigue notamment à la ligne Et t'as fait tournante. combien de tours en tout? Alors j'ai fait plusieurs fois ces courses-là, sur cette année-là ça devait être 30, pas loin de 35 je crois, donc 35 heures, voilà, ça m'est arrivé assez souvent. J'ai jamais fait moins de 30 heures sur ces formats-là. Je suis toujours entre 30 et 40 et généralement sur des formats qui ont un peu de dénivelé parce que je préfère. C'est quand même beaucoup plus fun aussi de pouvoir courir notamment en descente. Est-ce que tu as une anecdote sur une des courses à laquelle tu as participé où il y a un événement complètement inattendu qui est arrivé? Sur mon premier Tour des Géants, il y a un truc assez dingue qui m'a fait sortir mon téléphone. Ce que je ne fais jamais. Mon téléphone est dans mon sac. Et il est là parce que c'est un élément obligatoire et puis en cas d'urgence, bien sûr. Mais sinon, je le sors jamais. Pour moi, déjà parce que j'ai envie d'être déconnecté, mais aussi parce que, oui, je prends des photos quand je vais courir à l'entraînement, mais en course, je suis là pour courir, pour performer. Donc, pour moi, l'idée même de sortir mon téléphone, je le mets à un endroit qui est inaccessible parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Je veux pas me retrouver avec des notifications et à scroller au milieu de ma course. Mais j'avais pendant le Tour des Géants, effectivement, une histoire qui m'a fait sortir mon téléphone. Je suis arrivé au bout donc je courais depuis 250 km, je crois, quelque chose comme ça, depuis une cinquantaine d'heures, sans dormir ou presque. J'ai fait une espèce de petite pause, de petite sieste. Et j'arrive sur donc on suivait les fanions. Il y a des fanions qui sont plantés sur le parcours tout le long. Et puis je me retrouve à un endroit face à une vache, un troupeau de vaches. Puis je vois plus trop de fanions, il n'y en a plus qu'un là en face. Alors je commence à marcher, je dois passer par-dessus une barrière pour rentrer dans l'enclos, et puis, mais je suis le chemin normal, et je passe cette barrière, et là la vache qui est en face de moi, avec une distance entre nous, il y avait le fanion, elle commence à courir vers moi. Alors là, je fais vite demi-tour, je mets de l'autre côté, elle s'arrête au niveau du fanion, elle me regarde droit dans les yeux, et elle se met à manger le fanion. Non! Je la regarde, je dis que ça, j'ai jamais vu ça. C'est les fanions qu'ils ont changé et qui sont notamment biodégradables et donc potentiellement comestibles. Pas la tige, malheureusement, elle aurait pu un peu se blesser, j'espère que ça va, la vache, si tu le regardes. mais elle commence à manger ce fanion, et puis toujours en tenant le regard. Et je me suis dit, mais je suis en train de vivre un truc de dingue. J'étais tout seul dans la montagne, j'étais 5e à ce moment-là de la course, il n'y avait personne à des kilomètres. Et j'étais face à elle comme ça, et c'était le seul fanion que je voyais. La nuit était tombée, donc j'avais ma frontale. Et non, la nuit était tombante, je crois. Et là, je me dis, mais c'est démentiel, j'ai cru que j'hallucinais. Donc j'ai sorti le téléphone aussi pour m'assurer que c'était vrai.
Et elle me regardait comme ça, et puis elle n'arrêtait pas. Et d'habitude, j'aurais dû courir, continuer ma course. Là, je me suis arrêté, alors que j'étais en chrono, mais je me suis dit non, je suis en train de vivre un truc tellement dingue. Et j'étais face à cette vache comme ça. Et puis, elle a mangé tout le fanion, toute la tige jusqu'à la fin comme ça. Elle avait l'air de me regarder un peu avec un air de défiance, de me dire hein, tu fais quoi maintenant, hein, grand malin? C'est moi. Ouais, c'est ça, exactement. T'es chez moi ici, qu'est-ce que tu fais? Et effectivement, il n'y avait plus de fanion nulle part. Je ne savais même plus où aller. J'ai dû regarder la montre pour trouver mon chemin. Et ouais, j'ai eu une espèce de Non. communion avec cette vache à un moment où voilà, j'étais merci de me prêter un petit peu ton sentier. Mais effectivement, j'étais chez elle en fait dans cette immensité de la montagne en Italie. Ça a été fort. Quelle a été ta plus grande déception? Celle j'ai envie de dire, de ce week-end, donc il y a 2-3 jours, c'est encore assez frais. Bien sûr, c'est une très belle deuxième place. Rien à dire là-dessus. En revanche, je commence à progresser et puis à être de plus en plus parmi les favoris. En l'occurrence, sur cette course, j'étais même le favori. Alors attention, le vainqueur était un excellent coureur et puis il était vraiment juste derrière dans cette hiérarchie, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'étais en tout cas présenté comme un favori dans le journal, à la radio, à la télé, même juste avant la veille de la course. Alors ça a même rajouté un petit peu de pression en plus, mais ça allait, ça, c'était pas trop un souci. Mais au-delà de ça, c'est surtout le fait qu'on peut finir, quel que soit le classement, ravi de sa course quand on a passé une bonne course. Des fois, on a un coup dur qu'on n'a pas pu éviter, et puis on le remonte et on arrive à remonter la pente. Et peu importe le classement final, on peut être très fier de sa course. Là, c'est vrai que j'étais bien sûr fier d'être arrivé au bout et de la performance globale, mais ce pépin, notamment autour du coup de chaud, aurait pu être évité. J'ai pas forcément été très intelligent à rester 25 minutes au soleil Donc, sentir que j'avais largement les capacités, mes jambes dès le lendemain étaient très fraîches, il n'y avait aucun souci. J'étais probablement plus en forme que le vainqueur quand je les ai passés. Mais tout simplement, voilà, il y a d'autres choses et ça compte, hein, bien sûr. Lui, il a réussi peut-être à mieux gérer ses aléas, etc. Et donc là, c'est vrai que ça a quand même fait un petit peu mal. J'étais allé quand même jusqu'à La Réunion avec cet objectif de gagner cette course. Donc c'est vrai que c'est difficile, tout le monde ne peut pas comprendre nécessairement. On fait deuxième d'une course pareille, tout le monde me félicite et dit bravo. Mais au fond de moi, elle a fait un petit peu mal. J'en ai parlé pas mal justement avec Aurel qui était avec moi là-bas. Et ça a été effectivement assez compliqué. Donc la saison continue et puis il y aura d'autres belles échéances. Mais voilà, je suis encore en train de digérer un petit peu ça. Et bien sûr qu'on est content d'avoir terminé, de ne pas être blessé. Mais ouais, ça aurait pu et dû, à mon sens, être une victoire. Moi, j'aimerais qu'on discute au niveau de l'alimentation. Comment tu gères globalement dans ta vie l'alimentation et après sur l'événement sportif? Alors, je fais assez attention pendant la course, bien sûr. Pas attention dans le sens il ne faut rien manger qui va pas. Mais je m'assure de manger assez. En course, vraiment un des gros problèmes en ultra, c'est c'est une double discipline. Il faut la moitié courir, la moitié manger. C'est vraiment aussi important que ça. Il y a beaucoup de gens disons que la raison numéro 1 d'abandon en ultra sont les problèmes digestifs. Donc il y a beaucoup de gens qui te disent « Oh là là, mais j'étais super bien, malheureusement, j'arrivais pas à m'alimenter, donc j'ai dû abandonner. » Non, ça, c'était pas super bien. Ils ont vraiment déconné avec leur course, en fait. C'est qu'ils ont sous-estimé l'importance de la nourriture ou ils se sont dit qu'ils pourraient aller qu'avec les jambes. Sur une course de moins de 10 heures, c'est possible. Quand on commence à aller à 10, 15, 20, 24, 50, 100 heures, là, on est absolument obligé de manger pour pouvoir continuer. C'est vraiment comme mettre de l'essence dans une voiture, en fait. S'il n'y a plus d'énergie du tout, on ne peut plus rien faire. Donc là, je fais vraiment attention de bien manger, beaucoup manger, surtout des glucides. Bon, après, on ne va pas rentrer nécessairement dans les techniques de ce qu'on y mange. Mais là, c'est vraiment important. Et puis, je briefe toute mon équipe pour être sûr que je mange assez pendant toute la course. Avant, par contre, l'avantage énorme de l'ultra trail et des volumes d'entraînement que l'on fait, c'est qu'on a une espèce de chaudière. Notre métabolisme marche à plein régime et donc on brûle absolument tout ce qui bouge. Donc l'idée, c'est que en ultra, il va y avoir beaucoup moins de gens qui font extrêmement attention à tout ce qu'ils mangent, aux calories, etc. Parce qu'on brûle énormément. Donc il y a beaucoup d'ultra-runners que vous allez retrouver en train de manger des burgers, des pizzas ou des pâtisseries ou autres.
En l'occurrence, moi, je suis très très gourmand. J'ai une addiction diagnostiquée au sucre et aux pâtisseries notamment, donc j'en mange beaucoup. Ça se voit pas, D'ailleurs. mais effectivement. Parce que je cours beaucoup. Si je courais pas, ça se verrait énormément. J'ai vu, juste avant ta course, tu avais pris un burger frit, j'avais vu dans une de tes stories Instagram. J'étais là, ah ouais, ok. Ouais, alors là un peu moins récemment, en tout cas plus la veille, mais jusqu'il y a quelques années, c'était effectivement la norme pour moi la veille de course. Et voilà, là je prends maintenant, il y a toujours, c'est rarement le dernier repas avant la course, mais oui, jusque 2 jours avant, c'est vraiment pas un souci. Il y a un côté vraiment comfort food, il faut arriver pendant la course et avant, c'est vrai aussi, et après bien sûr dans la récup. Encore une fois, il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir être bien avec soi-même. Et si j'arrive le jour de la course en étant frustré parce que j'étais dans la restriction depuis une semaine, on va déjà faire quelque chose d'extrêmement difficile et exigeant pour le corps et pour la tête. Donc les quelques jours d'avant et après, voilà, il faut donner au corps et à l'esprit ce qu'il veut. Des compléments ou des substituts? Non, très peu. Généralement, quand on mange relativement équilibré, on a un peu de tout. Il n'y a pas nécessairement besoin. Après, ça vaut le coup de faire des tests. Donc, si on a le moindre souci, si à un moment j'ai une fatigue chronique un peu qui s'installe, si j'ai des petites douleurs, etc., là, je ferai en sorte de regarder, faire un bilan sur certains macro ou plutôt micronutriments, voir un peu ce qui peut manquer. Mais quand tout va bien en fait. Donc, ça sert à rien nécessairement de complémenter s'il n'y a pas de besoin particulier. Ok. Parce que j'ai interviewé Kenny Privet, qui est donc bodybuilder professionnel. Évidemment, c'est un autre sport, on s'entend. Et effectivement, j'étais très surprise de ses réponses et qu'effectivement, eux, le dopage fait partie de ce sport. Et donc, je me demandais si, évidemment, je m'attendais pas à ce que tu me dises, oui, évidemment, je me dope, mais peut-être un complément en fer, en magnésium, pour justement éviter ces carences, puisque tu t'envoies ton corps tellement loin, et tellement dans l'extrême, que j'aurais pas été surprise que tu me dises, bah oui, tous les jours, je prends X pilules de, je sais pas, fer, magnésium, vitamine D. Ouais. Ok. Alors, il y a très souvent des carences en fer chez les femmes, notamment, et dans l'ultra, c'est quelque chose de très, très courant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, des problèmes d'anémie qui sont aussi chez les hommes. Il y a des coureurs qui, encore une fois, avec les volumes qu'on peut faire, qui se retrouvent dans des fatigues très chroniques avec des situations anémiques qui peuvent être assez sérieuses. C'est donc un peu plus courant chez les femmes, naturellement, avec le cycle menstruel. Mais encore une fois, voilà, tant qu'on n'a pas de soucis particuliers, il n'y a pas besoin d'aller chercher un complément en plus. Mais il est évident que si à un moment j'ai un peu plus de mal à me remettre de mes séances, là je regarderai en arrière et me dire est-ce que j'ai changé quelque chose dans mon alimentation qui fait que peut-être j'ai besoin de complémenter. Je ne serais pas du tout contre, alors, tant que c'est bien sûr dans la légalité, on ne va pas complémenter avec quelque chose d'interdit. Tu fais pas? Non, ça m'arrive de prendre des produits protéinés, yaourts protéinés ou autres. Oui, tu me disais ce matin, tu as pris un yaourt. Voilà, exactement, c'était mon petit déjeuner de ce matin. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Voilà, assez rarement. Il n'y a rien, voilà. Il n'y a rien contre nécessairement. Et bien sûr, si c'est nécessaire pour certaines personnes, il ne faut pas hésiter. Mais on n'est pas effectivement comme dans le bodybuilding où là, ils doivent aller chercher vraiment l'optimisation dans tout ce qu'ils font au gramme près ou au microgramme près, quitte à aller de l'autre côté de ce qui est légal. En ultra, on est pour la plupart en tout cas un peu plus dans le naturel et c'est vraiment ça en fait. C'est de côté nature, on va courir tel qu'on est, on mange un peu tout ce qui bouge et puis ça se brûle. J'aimerais qu'on discute du sponsoring. C'est un élément qui fait partie aussi de ta vie pour pouvoir participer à ces courses et avoir un équipement aussi à chaque fois, parce que c'est sûr que c'est consommateur de chaussures. Combien tu passes de chaussures par an? Et encore ça va, je ne suis pas celui qui court le plus, mais il y a 5000 km en général dans l'année et on recommande de changer ses chaussures entre 500 et 800 km à peu près. Donc il y a une bonne dizaine de paires chaque année. Waouh. Et donc au niveau du sponsoring, comment ça se passe? Alors, notamment pour les chaussures, pour le matériel, etc., j'ai un sponsor depuis 4 ou 5 ans qui s'appelle Kailas, qui est désormais le sponsor du Tour des Géants également, et du Swiss Canyon Trail, qui est ma prochaine échéance dans quelques semaines. Donc Kailas, voilà, est mon sponsor principal, donc qui m'aide effectivement avec tous mes besoins en matériel, et puis qui couvre également une partie de mes dépenses à l'année. Donc ça, effectivement, c'est mon sponsor partenaire principal.
Et puis là, je suis en train de mettre en place justement quelques solutions de partenariat avec des entreprises notamment qui pourraient être intéressées pour travailler avec moi. Ce que je fais notamment, c'est que grâce à mes interventions en entreprise via les coachs Ferrance, j'ai une vraie valeur ajoutée à apporter à l'entreprise, au-delà de simplement coller leur nom sur un athlète qui va faire telle ou telle épreuve. C'est que moi, j'interviens en plus auprès des entreprises avec qui je peux être en partenariat pour non seulement partager mes expériences, mais en plus leur donner cette fibre sur l'engagement personnel et sur le fait d'atteindre leurs objectifs humains, quels qu'ils soient, pour aller atteindre, encore une fois, l'impossible. Oui, parce que j'ai discuté avec Christophe Dumaret, que j'ai aussi interviewé, donc grand alpiniste et guide de montagne, et lui, effectivement, m'expliquait que le sponsoring avait un côté sombre, parce que ça poussait certains athlètes à aller se dépasser, ou dans son cas, d'aller faire des sommets et d'aller au-delà et malheureusement prendre des risques qui n'étaient pas forcément établis. Et s'il n'y avait pas eu sponsoring, peut-être qu'il n'y aurait pas certains risques qui auraient été pris. Toi, dans ton cadre, le fait d'avoir un sponsor, est-ce que tu trouves que personnellement, ça te motive à aller plus loin, ou alors c'est complètement neutre? Ouais, alors... Moi, j'ai la chance justement avec Kailas qu'il n'y ait pas d'obligation, donc ils ne vont pas me dire tu cours telle ou telle course, tu fais ci ou ça. Le plus souvent en ultra, on a quand même un peu moins de danger que sur des disciplines comme l'alpinisme. Donc c'est pas nécessairement une question de se mettre en danger. En revanche, de créer de la fatigue et des problèmes de blessures, ça c'est possible. Parce qu'il peut y avoir des sponsors qui vont inciter les coureurs à, bien sûr, aller faire ci et celle-ci, t'es pas encore récupéré. Oui, mais tu pourrais aller courir là, tu pourrais faire ça. Ça c'est vrai notamment, disons, avec des contrats peut-être un petit peu plus significatifs, où le sponsor va vraiment mettre des montants assez importants et donc exige, entre guillemets, que les coureurs soient présents, qu'il y ait les résultats, et puis ne serait-ce que les coureurs soient déjà présents sur la ligne et courent beaucoup pour avoir cette visibilité. On court avec le nom de la marque, donc si on peut être un peu partout, ça fait plus de visibilité. Et également pour les sollicitations médias avant une course, etc., qui fait qu'on peut être déconcentré et arriver en forme pas forcément optimale le jour J. Donc ça, c'est vrai que c'est une réalité dans beaucoup de sports, et en ultra ou en trail en tout cas pour certaines personnes. Moi, ça va de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas trop d'attente de la part de Kailas, ou en tout cas pas d'obligation à aller courir des courses que je n'ai pas envie de faire, ou ce genre de choses. Donc ça va, moi pour l'instant, je n'ai pas du tout ressenti ça, mais je vois tout à fait effectivement ce qui veut dire. Et surtout quand on vit essentiellement des sponsors, ce qui n'est pas mon cas, donc ça me permet aussi d'avoir un peu plus d'équilibre de ce côté-là. Mais quand on vit uniquement des revenus des sponsors et de ces partenariats, le moment de prendre la décision, comme il disait un peu, est-ce que je vais au bout ou pas? Il faudrait faire demi-tour parce que la météo est pas bonne, parce que je me sens pas bien, oui, mais bon, il y a tous les sponsors, il reste pas beaucoup, je peux essayer. Là, ça peut leur faire effectivement prendre des risques c'est assez inconsidéré et pas forcément judicieux. Donc ça, l'important, c'est d'être très très clair, je pense, avec ces sponsors, et puis qu'ils soient là pour vous soutenir pour la durée et pas simplement pour juste une performance ponctuelle et puis vous lâcher ensuite comme une vieille chaussette. Je voudrais qu'on discute, avant d'attaquer les 3 instants signature, de la peinture à ski. Yes. Tu fais des tableaux, j'ai vu, c'est assez original et visuellement, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais? La trace, LATRA2SE. Ça, c'est un concept assez génial que j'ai lancé en fin d'année dernière avec un ami à moi. Donc, on est un duo créatif, un duo d'artistes. Et à nouveau, là, encore une fois, l'impossible, c'est de se dire, mais qu'est-ce que vous faites? On a eu pas mal de monde dans notre entourage, de dire, mais c'est un délire, c'est pas possible. On s'est lancé, alors on avait tous les deux une fibre artistique, lui fait beaucoup de photos, moi j'étais un peu plus dans l'écriture, comme je l'ai mentionné. Mais là, on n'avait jamais fait nécessairement de peinture, mais tous les deux, bien sûr, skieurs, montagnards, surtout depuis des années. Et on s'est mis dans la tête, suite à une expo, un vernissage d'une expo qu'on avait vu, on s'est mis dans la tête de peindre donc avec des skis. Donc on utilise des vieux skis usagés qui peuvent être cassés, qui peuvent être abandonnés, et on les utilise pour retranscrire sur la toile la trace des skis dans la neige. Donc la toile blanche est un fond neigeux, et donc on utilise ça pour... on retranscrit systématiquement un mouvement de ski. Ça peut être un dérapage, ça peut être un virage en carving, ça peut être un shoot, peu importe. Mais il peut y avoir un ski, plusieurs skis, il peut être un snowboard qui se croise, il y a pas mal de choses.
mais on retranscrit avec des couleurs généralement assez vives. Hyper coloré, là, j'ai trouvé. C'est ça, Très sympa. exactement. Donc ça, c'est une de nos passions que l'on a transmis là-dessus. Et puis tout le monde nous a dit non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas exposer. Et assez rapidement, on s'est retrouvé à exposer dans des endroits, notamment à la Folie Douce à Chamonix, où on a fait une performance en direct lors de leur événement de clôture de la saison 2024-2025. Donc ouais, c'est assez génial et assez rapidement, ça plaît beaucoup et je passe une bonne partie de mon temps en ce moment là-dessus quand je suis pas en train de m'entraîner. Moi, je voudrais aussi qu'on parle un petit peu de ton livre, Je m'y engage, que tu as écrit et sorti l'année dernière. Je mettrai bien sûr les références. Et donc, c'est vraiment ta philosophie autour du développement personnel. Donc, voilà le livre, Je m'y engage. L'autre chose que tu fais en termes de transmission, c'est ce que tu as évoqué, les coachs Ferrance. Ouais. Donc, pareil, si les personnes souhaitent, des entreprises, s'adresser à toi pour voilà, faire des coachs Ferrance, je mettrai aussi les liens. Est-ce que tu as un pitch en 30 secondes ou 1 minute pour nous expliquer ce que c'est que ce concept de coach Ferrance? La coach Ferrance, c'est un concept de formation et d'intervention à mi-chemin entre le coaching et la conférence. L'idée, c'est vraiment de passer à l'action. Le problème de la plupart des conférences ou des formations d'entreprise, notamment sur les soft skills, c'est que quelqu'un va venir parler, quel que soit le niveau, encore une fois, de l'intervenant, il va venir présenter quelque chose, les gens vont écouter, vont passer 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée entière dans leur formation, et vont ensuite retourner au bureau avec 250 emails, et puis vont vite repartir dans leur quotidien, et rien n'aura changé. Ils vont trouver ça intéressant, ils vont se dire « Ah, c'est top, super, il faudrait que je fasse ça. » Oui, il faudrait que. Tout le monde sait ce qu'il devrait faire, mais personne ne le fait réellement. Donc moi, quand j'interviens, mon objectif, c'est pas de dire « il faut que vous fassiez ci ou ça ». Non, moi, je m'en fous de ce que vous décidez de faire. En revanche, vous savez quoi faire. Si l'objectif, le cap global de l'entreprise, du management, c'est de se dire « on veut améliorer la communication », chaque personne dans l'équipe sait comment améliorer leur communication en moins de, on va dire, 10-15 minutes par jour. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre communication? Et là, s'il y a 50, 100, 200 personnes dans l'entreprise et que tout le monde prend un engagement concret de 10-15 minutes par jour pour améliorer leur communication, ça fait des étincelles. Il s'agit vraiment de faire passer à l'action. Donc, quand j'arrive quelque part, si j'ai 200 personnes en face de moi, ma garantie, c'est qu'il y a 200 personnes qui prennent un engagement sur le mois à venir. Écoute, merci. On va attaquer les 3 instants signature. Je vais te passer une baguette magique. Yes. Et à partir de maintenant, tout est possible. Tu as un vœu. Tu peux changer quelque chose dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Tu en fais quoi? J'ai pensé un petit peu justement en amont. Le principe de la baguette magique, moi, me parle, mais pas forcément comme on le pense habituellement. J'ai créé donc autour de ma méthode autour de l'engagement personnel un programme qui est justement autour de la baguette magique, où j'offre effectivement une baguette magique comme symbole de l'engagement personnel de chaque personne. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est que leur engagement personnel est une réelle baguette magique qui permet à chacun de mettre en place ce qu'il veut. Donc je ne changerai pas nécessairement quelque chose sur moi. Ce que je changerai potentiellement, c'est sur notre société qui, à mon sens, moi, ne va pas du tout dans le bon endroit. Donc c'est ce côté toujours plus qui fait que voilà, les gens sont dans une erreur de recherche d'avoir toujours plus d'argent, toujours plus de succès, et ça ne rend pas les gens plus heureux. Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est qu'on se retrouve avec des impacts terribles sur notre société et sur l'égalité notamment et les chances de chacun. Mais ça, c'est fait parce que les gens qui sont plus puissants ne cherchent même pas la bonne chose. Si eux cherchaient à être heureux plutôt que chercher à avoir plus, ce serait top, quoi. Donc voilà, on va essayer d'éviter le toujours plus. Ce serait mon coup de baguette magique, que les gens évitent de s'acharner pour ce qui n'est pas la bonne solution. Merci. On va attaquer le 2e instant. C'est l'instant tac au tac. Donc j'ai cette petite sonnette. Et donc c'est une dizaine de questions. Il faut des réponses rapides. Alors, c'est un sprint cette fois, ça va pas être un ultra. Donc je suis pas dans ma zone de confort. Très bien. Quelle est la citation qui t'inspire tous les jours? Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Si tu devais décrire ton parcours en un mot, tu choisirais lequel? Vivre.
Est-ce que tu as un rituel porte-bonheur à chaque début de course? Ne pas partir trop vite. Ok. Je bloque mon rythme cardiaque et je laisse partir tout le monde. Là, j'étais 25e au début de la course sur les premiers kilomètres, alors que je finis 2e. Ça, c'est le plus important. Quelle est la première chose que tu fais quand tu as terminé une course? Généralement, ça m'arrive assez souvent d'avoir besoin d'une douche chaude assez vite. Je peux tomber très vite dans l'hypothermie et ou l'hypoglycémie. Donc, j'essaie d'éviter de m'évanouir. Quelle est la leçon de vie la plus importante que tu as apprise? Le but de la vie, c'est de vivre, vraiment. D'être dans le présent et de ne pas trop faire de plans sur ce qui vient après. Toutes les émotions négatives qu'on peut avoir viennent de la différence en fait entre nos attentes et ce qu'on vit réellement. Donc le moins on a d'attentes et le plus on est en train de vivre vraiment dans le présent et moins on a d'émotions négatives, de regrets, de jalousie, de tristesse, de quoi que ce soit. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais petit? Peut-être pas tomber dans le sucre. Arrêter de grignoter autant de sucré. C'est peut-être le seul truc que j'aurais aimé savoir vraiment étant petit. Sinon, tout vient à point à qui c'est attendre. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'ultra trail? Fonce, inscris-toi. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la confiance en conséquence de s'inscrire. Donc, je vois des gens qui hésitent pendant des ailes avant de s'inscrire. Inscris-toi. Si tu fais ton premier 100 km, si tu fais que 80 et que tu abandonnes, bah, tu auras déjà battu ton record et tu auras fait 80. Donc, fonce. Quel est le conseil le plus absurde que tu aies reçu? Tout ce qui commence par « il faut ». Il faut que... J'écoute pas généralement. Je fais ma propre expérience. Quelle phrase tu répètes le plus souvent dans tes coachs-férences? En gros, c'est vraiment tout ce qui est autour de la parole. Donc, si vous vous engagez, vous me donnez vraiment votre parole. Donc, je fais répéter et je regarde les gens dans les yeux pour s'assurer qu'ils aient bien compris que je parle d'engagement. Et il y a une différence entre un engagement et une simple intention. Quel est l'objectif? Est-ce que tu as un objectif que tu n'as pas encore atteint et que tu rêverais d'atteindre? J'ai pas mal d'objectifs, mais je les laisse pas dicter ma vie. Donc c'est peut-être justement ça. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec un ami assez proche. On a eu une belle discussion là-dessus. C'est vraiment de vivre, d'être dans le présent. Donc j'ai des objectifs que j'atteins ou pas, c'est même pas vraiment la question. Donc il n'y a pas une course que tu aimerais gagner ou... Gagner le Tour des Géants, bien entendu. Moi, je fais tout ça, j'y serai pendant 10 ans et je vais essayer. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'important, c'est tout ce que je fais potentiellement pour la gagner et c'est d'être la personne que j'ai envie d'être pour la gagner. Mais si le fait de tout faire pour la gagner, ça voudrait dire que je suis plus là pour mes proches, que je suis plus qui je suis et que j'oublie de vivre au quotidien, ça vaudrait pas le coup. Écoute, on va attaquer le dernier instant signature, c'est la fameuse minute inspirante. Donc je vais lancer un minuteur et tu as 1 minute maximum pour inspirer nos auditeurs. Et ça démarre maintenant. Je vais répéter, je pense, un ou deux points que j'ai mentionnés sur l'engagement personnel et sur le fait de réaliser son impossible, quel qu'il soit. Il n'y a rien qui est vraiment impossible pour moi. Et je parle pas d'aller sur quelque chose d'extrêmement difficile. Que ce soit le fait de simplement faire 5 minutes d'étirement, de pilates le matin parce que ça vous permet de vous sentir mieux, que ce soit le fait de passer plus de temps avec vos enfants, que ce soit bien sûr le fait de commencer une pratique sportive ou de s'inscrire pour un ultra. L'important, c'est vraiment de s'engager, c'est d'y aller. Lancez-vous, engagez-vous, donnez votre parole à quelqu'un de proche pour vraiment que ça prenne de la valeur et du sens. C'est tout ce que je précise justement dans mon livre, cette notion vraiment de donner sa parole et ça vous permet de la tenir. Si vous dites « Ah, je me dis à moi-même que j'ai envie de faire ci, je veux me lever tôt tous les matins », ça ne marchera pas. Si vous donnez votre parole... Ah,
là vous y arriverez. C'est terminé. Merci beaucoup Martin. Merci à toi Agnès. C'était un grand plaisir. Merci d'avoir partagé toutes tes aventures. J'invite nos auditeurs à réagir s'ils vont aussi participer à des courses ou eu ces grandes leçons de vie. Et donc voilà, écoute, merci beaucoup. Merci à toi et à la prochaine. Absolument. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu. Alors pourquoi ne pas le faire savoir? Maintenant, les algorithmes décident de tout. Alors montrons-leur que ce podcast mérite d'être vu et écouté. Et il y a 2 choses qui fonctionnent. 1, abonne-toi. Et 2, partage cet épisode. Juste avec une personne. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode, donc une nouvelle dose d'inspiration. Parce qu'une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, alors merci. Maintenant, tu fais partie de cette aventure, alors fais-le savoir.